Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous demanderons s'il est possible de mettre en place des stratégies ESG avec de la gestion passive. Nous aurons le plaisir de revisionner l'interview de Jean-Baptiste Morel pour cela, responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui tentera de comprendre quelle est la situation du marché des SCPI à mi-année. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr, mais aussi Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous recevrons Sandrine Genet, présidente de Cara Capital, pour se demander comment manœuvrer dans le contexte politique actuel en France et surtout quel est le rôle du CGP dans ce contexte. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié donc à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et nous vous proposons de revoir cette interview de Jean-Baptiste Morel, responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour détailler le sujet de l'investissement en ESG via de la gestion passive, un petit peu moins connue, un petit peu moins identifiée par les épargnants que l'ESG via la gestion active. Regardez. On essaie de dialoguer le plus possible avec les entreprises dans lesquelles on peut investir pour essayer de promouvoir les meilleures pratiques. D'accord. Ça fait partie de notre rôle d'investisseur responsable. Être engagé, on le fait lors des assemblées générales en tant qu'actionnaire, mais on peut le faire également lorsqu'on est porteur obligataire. Nous, la plupart de nos titres sont des titres obligataires. Bien sûr. Et être obligataire, ça permet également d'avoir ce dialogue constructif avec les émetteurs pour pouvoir discuter de leur stratégie climat, de leurs enjeux sociaux et de leur gouvernance. C'est aussi très important. Parce que quand on est investisseur obligataire, on n'est pas présent aux assemblées générales, donc on n'est pas présent lorsque le plan climat, si tant est qu'il y a un plan climat, mais de plus en plus quand même dans les entreprises, il y en a, est présenté. Et donc on ne peut pas voter pour ou contre. Les actionnaires peuvent voter pour ou contre un plan climat aujourd'hui ? Alors on commence à avoir de plus en plus de résolutions sur des enjeux climatiques. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, ça reste assez faible. On n'est pas au niveau du See on Pay, donc sur la partie rémunération. C'est plutôt consultatif. Si ma mémoire est bonne, ce que relevait le FIR et l'ADEME l'année dernière, c'est qu'il y avait eu en Europe 23 consultations uniquement de ce qu'on appelle du See on Climate. D'accord. Sur ces 23 résolutions, il y en avait 9 en France. Donc D'accord. ça reste quand même assez faible. Assez faible et c'est présenté, mais ça n'est pas voté. C'est-à-dire que ça relève encore du conseil d'administration ou de l'exécutif de l'entreprise. Exactement, ça reste encore consultatif. L'actionnaire ne peut pas tout faire, il n'est pas responsable de tout dans une société. La loi Pacte, notamment, prévoit les responsabilités, les rôles de chaque organe. Il s'agit du conseil d'administration, de l'exécutif ou de l'Assemblée générale. En l'occurrence, la stratégie de l'entreprise, elle est décidée par le conseil d'administration. Donc c'est son rôle d'aller mettre en place une stratégie liée au climat. C'est vraiment de sa responsabilité. Et on a même vu des cas de résolution qui ont été déposés pour pouvoir discuter lors d'assemblées générales de ces enjeux climatiques notamment, et qui ont été rejetés, en tout cas qui n'ont pas pu être présentés parce qu'on considérait que c'était du micromanagement, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'actionnaire de venir discuter de ces enjeux-là. Et on a même le cas aux États-Unis où on a des entreprises qui vont aller jusqu'à attaquer des résolutions, donc attaquer en justice des entités qui veulent déposer des résolutions climatiques en considérant qu'ils vont au-delà de leurs responsabilités, au-delà de leurs droits, qu'ils n'ont pas à le faire. Quand on est investisseur obligataire, comment fait-on pour mettre en place aussi une stratégie d'engagement ? Alors, on peut engager. Alors, d'abord, il faut avoir aussi en tête qu'on est investisseur obligataire sur différentes tailles d'entreprises. Bien sûr. Aussi bien des petites entreprises, sur de la dette privée par exemple, ou des très grandes entreprises. Donc, je dirais, les approches sont un petit peu différentes. Et évidemment, lorsqu'on est sur des entreprises plus petites, le rapport que l'on peut avoir avec les entreprises est beaucoup plus resserré. Donc, il y a un dialogue qui est plus facile. Néanmoins,
Pour des grandes entreprises, on peut aussi avoir un dialogue. On peut venir discuter seul ou avec d'autres investisseurs, venir discuter avec les entreprises pour essayer de mettre en avant, de les pousser à s'améliorer sur certains sujets. Et donc là, on sort mais du calendrier de l'Assemblée Générale à proprement parler, ça se fait tout au long de l'année. Exactement, c'est vraiment tout au long de l'année et on répond à une véritable stratégie. De notre côté, par exemple, on a décidé de mettre en place une stratégie avec des thèmes spécifiques d'engagement qui vont porter par exemple sur le climat, sur la biodiversité, sur la question de la diversité ou des droits de l'homme, notamment dans la chaîne d'approvisionnement. Et en fonction de ces thèmes, on va aller regarder quels sont les émetteurs que nous pouvons avoir en portefeuille qui sont les plus impactants sur ces thèmes et engager un dialogue avec eux. Et donc ce dialogue, on l'aura soit de manière individuelle, en allant contacter l'entreprise, soit de manière collaborative avec d'autres investisseurs, puisqu'il y a des réunions d'investisseurs sur certains sujets. Il y a quelques semaines, on parlait beaucoup des polluants éternels, et il y a une initiative qui existe qui s'appelle Chemsec, qui réunit un ensemble d'investisseurs pour aller parler avec les émetteurs, notamment du secteur de la chimie, de cet enjeu de polluants éternels. Et comment peut-on suivre ensuite dans le temps, parce que c'était notamment un des questionnements dans la refonte du label ISR, par exemple, c'est dire effectivement il y a les plans, et puis après vérifier qu'on est sur du réalisable et du réalisé. Est-ce qu'on se pose aussi ces questions quand on est investisseur obligataire? Alors bien évidemment, l'idée c'est d'aller engager avec des émetteurs pour lesquels on pense qu'on va être investi sur le long terme. D'accord. Si c'est pour faire des allers-retours tout le temps, évidemment, on n'aura pas d'impact de la stratégie d'engagement. Donc on va choisir, et c'est très important aussi pour nous de nous rapprocher de nos gérants de portefeuille, donc de discuter avec nos gérants de portefeuille, avec les patrons de la gestion pour décider des émetteurs sur lesquels on va pouvoir investir. On va pouvoir engager, pardon. À partir du moment où on va lancer un engagement, ça va être sur plusieurs années, et évidemment, l'idée c'est de pouvoir choisir les thèmes, discuter avec les émetteurs, et bien aussi de revenir 1, 2 ans plus tard pour essayer de voir ce qui s'est passé, et est-ce que l'émetteur finalement s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, après nous, on va se poser des questions en termes de maintien de nos investissements. D'accord, ça peut aller jusque-là. On peut se poser cette question de maintien d'investissement si jamais il n'y a pas une adéquation parfaite dans la stratégie climat. Alors sans parler d'adéquation parfaite, tout d'abord, on a encore des sociétés qui refusent de discuter avec nous. D'accord. Et là, ça peut être un motif. Sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, tout à fait. Et donc là, on peut avoir un processus d'escalade. C'est ce qu'on a pu mettre en place avec des courriers qui partent ensuite de notre direction générale. Qui sont adressés au management de la société pour expliquer qu'en cas de refus, nous, on ne pourra pas maintenir nos investissements. Généralement, ça aide pour pouvoir avoir ce dialogue. Bien sûr, oui. Ensuite, on a ce dialogue et au bout d'un certain temps, si on se rend compte que finalement l'entreprise, elle ne bouge pas, pour nous, ça représente aussi des risques et pour nos clients, puisque l'idée, c'est quand même qu'on gère cela pour nos clients. Donc, ça représente des risques dans le maintien des activités des entreprises, des risques qui ne sont pas forcément bien gérés et pour nous, c'est un signal négatif pour le maintien de nos investissements. Sur le sujet, est-ce qu'on a plus ou moins de poids quand on est investisseur en actions, investisseur obligataire, ou c'est des stratégies différentes tout simplement? Alors, quand on discute avec des entreprises, on va regarder la performance ou la gestion de ces enjeux-là d'une entreprise, quel que soit de notre point de vue, que l'on soit porteur obligataire ou actionnaire. Il est vrai, quand on est actionnaire, ça change un petit peu le rapport avec l'entreprise. Bien sûr. On a des droits qui sont différents, c'est ce qui est prévu par la réglementation. On peut voter aussi parfois contre un dirigeant parce qu'on considère qu'il ne va pas assez loin sur certains enjeux, là où lorsqu'on est finalement porteur d'obligations, on n'a malheureusement pas cette possibilité. Pas encore assez d'outils, mais c'est peut-être justement des outils, des questionnements qu'il faut avoir aussi en termes juridiques, tout simplement, pour offrir plus d'outils aux porteurs obligataires. Alors il ne faut pas mélanger les genres. On n'est pas porteur obligataire, néanmoins on a de plus en plus de dialogue quand on est porteur obligataire, et puis effectivement on pourra avoir des outils, on commence à avoir des votes du côté des obligataires, parce qu'on reste, je dirais, une des parties prenantes de l'entreprise qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc c'était l'interview de Jean-Baptiste Morel, responsable ESG chez Arkea Investment Services, qui nous détaillait le moyen de faire de l'ESG via de la gestion passive. On se retrouve tout de suite pour Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons faire une sorte d'état des lieux à mi-année du secteur d'investissement en immobilier SCPI en plateau sur Smart Patrimoine aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'avoir 2 experts du sujet pour en parler. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Guy Marty. Bonjour Guy Marty.
Bonjour Nicolas. Président fondateur de pierrepapier.fr, vous avez notamment écrit un article récemment sur pierrepapier.fr qui s'appelle SCPI, qui a peur du cycle immobilier. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous comprenez ce cycle immobilier et où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cycle immobilier. Puis nous avons le plaisir également de recevoir en plateau Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Directeur commercial de Prime Alliance. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous voyez la classe d'actifs d'un point de vue investisseurs et notamment pour les investisseurs particuliers et peut-être nous aider à faire une sélection dans la manière d'appréhender les SCPI à mi-année 2024. Guy Marty, je commence avec vous. On est en juin 2024, on arrive bientôt à la période estivale. Comment peut-on comprendre la classe d'actifs SCPI aujourd'hui? On a l'impression qu'il y a eu un moment particulièrement douloureux il y a à peu près un an maintenant, et qu'on est dans une situation qui est en train de se normaliser avec quelques excès, quelques difficultés à droite à gauche, du bureau qui va peut-être un peu moins bien que d'autres thématiques, mais que dans l'ensemble, bon, on a réussi à comprendre la nouvelle dynamique ou pas vraiment, pas encore? On est où dans le cycle immobilier, Guy Marty? Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de questions. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le cycle immobilier, donc, puisqu'il faut parler de ça, c'est-à-dire que l'immobilier allait très 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 bien, attirait beaucoup d'épargne, les prix étaient très tendus, etc. Et puis d'un seul coup, la hausse des taux a fait un choc. Bien sûr. Et heureusement ou malheureusement, c'est comme ça, les cycles immobiliers sont longs. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose commence, il faudra du temps avant que le cycle se déroule. En bourse, ça va très vite. Dans l'immobilier, c'est plus long. D'accord. Donc, pardon, je vous coupe, mais l'idée de se dire que la BCE vient de baisser ses taux et qu'il y aura potentiellement d'autres baisses de taux à venir ne suffit pas à se dire on enraye le cycle qui avait commencé à... Est-ce que la BCE a vraiment baissé ses taux sérieusement? La Banque d'Angleterre l'a pas encore fait. Vous savez, depuis 2 ans maintenant, on nous parle sans arrêt de la baisse des taux. Bon. Je crois que c'est une façon de maintenir un suspense de l'actualité. Et finalement, les banques centrales sont en train de nous habituer à vivre avec des taux plus élevés qu'avant. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il faut attendre la baisse des taux, parce qu'elle viendra ou elle ne viendra pas. Néanmoins, on a un monde tellement perturbé géopolitiquement déjà, économiquement aussi, avec toutes les dettes, etc., que normalement, historiquement, ça correspond à une période de taux un peu plus élevés et d'inflation. Donc, le contexte n'est de toute façon pas évident. Alors, ce qu'on peut dire par rapport au CPI, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que quand la bourse baisse, personne ne s'inquiète sur les OPCVM. On dit, bah oui, les OPCVM baissent, c'est normal. Alors que l'immobilier a un problème, et d'un seul coup, il y a des CP qui baissent, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Et je pense que l'image au PCVM est assez intéressante parce que, finalement, les gérants de SCPI ont les mêmes problèmes que les gérants d'OPCVM. Le premier de ces problèmes, c'est que le gérant du PCVM collecte beaucoup d'argent quand la bourse est au plus haut. Bien sûr. Donc, après, quand elle baisse, il a acheté des valeurs très hautes. C'est un peu ce qui se passe dans le domaine des SCPI où la collecte a été très forte ces dernières années, quand l'immobilier allait bien. Et maintenant, alors là, c'est différent. Il y a un traitement différent pour les gérants de SCPI. On dit, oui, mais pourquoi vous avez collecté autant pendant que ça allait bien? Ben oui, parce que c'est la loi du marché. Oui, c'est-à-dire que quand tout va bien, les gens viennent. Et quand ça va moins bien, les gens viennent moins. Et maintenant, les gérants de SCPI ont le même problème que les gérants de PCVM en baisse boursière. Ce serait le moment d'acheter. Et les flux se raréfient, évidemment. Mais c'est en bourse comme dans l'immobilier. Hein. Et alors, il y a la 3e peine, j'ai envie de dire, et ça arrive pour certaines SCPI en ce moment, c'est que vous avez un gérant d'OPCVM, par exemple, la bourse baisse, et là, d'un seul coup, les participants à son fonds lui redemandent de l'argent. Donc, il doit vendre des actions au moins bon moment. Et il y a quelques SCPI comme ça, c'est quand même heureusement l'exception. Mais tout ça pour dire que tout ce qu'on a dit sur les CPI, depuis un an, avec l'émotion que ça a fait, en réalité, ce sont des mécanismes de marché. Mais alors, quand on parle d'un cycle immobilier, ça veut dire qu'on est au début d'un nouveau cycle. Il faut accepter que on repart tranquillement dans un nouveau cycle. Il n'est pas fini, le cycle. C'est-à-dire qu'il y a encore un mur de la dette pour certains fonds. Vous avez un certain nombre de fonds en Europe qui ont besoin de renouveler leur crédit.
Ils avaient pris des crédits à taux très très faibles, et maintenant ils arrivent à l'échéance du crédit. Ils ne pourront pas, au taux d'aujourd'hui, et donc ils vont rendre les immeubles. Ils vont mettre des immeubles sur le marché. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un marché avec deux problèmes. Le premier, c'est que ce marché, c'est une grande opportunité pour ceux qui arrivent et qui peuvent justement... Ceux qui ont des fonds. Ceux qui ont des fonds, ceux qui collectent, mais ça Jérémy en parlera tout à l'heure. Et il y a un deuxième problème, c'est que l'expertise se fait d'après les valeurs de marché. Donc, des valeurs un peu à la casse, ce qui fait que des propriétaires comme certains fonds, certaines SCPI qui ont leurs immeubles, qui n'ont pas l'intention de les vendre, se voient devoir dévaloriser leur part simplement parce qu'aujourd'hui, le marché est bousculé. Jérémy Chor, justement sur le sujet dévalorisation de part ou liquidité dont a parlé Guy Marty, ça c'est un sujet qu'on a commencé à traiter médiatiquement il y a un an, que les épargnants ont découvert il y a un an. Aujourd'hui, la situation est quand même plus stable, les excès qui ont dû peut-être être corrigés il y a un an du fait d'un marché au plus haut et de beaucoup de collectes, globalement, ont été un peu sortis du marché aujourd'hui, où on reste dans une situation où le marché continue à se stabiliser. Alors effectivement, on a commencé à en parler il y a un an à peu près, parce que c'est là où on a connu les premières baisses de prix de part. Bien sûr. Et donc effectivement, on a des comportements un peu irrationnels chez certains investisseurs qui se disent que quand ma part elle baisse, je vais en sortir. Or, il faut quand même rappeler que l'investissement dans une part de SCPI, c'est un placement long terme, bien sûr, qui généralement est destiné à créer des compléments de revenus. J'aime bien donner cet exemple de l'appartement. On a des clients qui achètent des appartements pour générer un loyer. Quand le prix de cet appartement baisse dans la ville parce que le marché est un peu baissier, on ne revend pas son appartement. Le loyer, on continue à le percevoir. Donc il faudrait réagir finalement de la même manière avec les SCPI et se rappeler pourquoi on a acheté les SCPI, qui continuent à servir des rendements très intéressants, qui n'ont quasiment pas baissé, hormis peut-être en 2020 pendant la crise du Covid, mais aujourd'hui on est sur des rendements qui sont complètement stables et qui ont même tendance à augmenter, puisqu'on a l'impact de l'inflation qui fait que les loyers étant indexés sur cette inflation, les sociétés de gestion encaissent des loyers un peu plus élevés dès lors qu'elles peuvent répercuter cette hausse des différents indices sur leur immeuble et sur leurs locataires. Et donc, il faut se rappeler que c'est un investissement long terme. Donc, c'est vrai qu'on a eu un mouvement de panique où on avait énormément d'associés qui cherchaient à sortir de leur SCPI parce que ça avait un petit peu baissé. Ça s'estompe un petit peu. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, puisqu'il y a encore des SCPI pour lesquels il y a un marché de parts en attente qui est très, très grand. Et ça veut dire que ces clients qui ont besoin aujourd'hui de sortir vont devoir attendre de nombreux mois, voire parfois plusieurs années pour récupérer leur part. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont retiré leur ordre parce qu'ils se sont rendus compte que c'était irrationnel et qu'il n'y avait pas de nécessité à sortir. Donc, ils sont finalement restés sur ce marché des SCPI. Quand je parlais de stabilité, je rajouterais un mot, peut-être visibilité pour les épargnants. Est-ce qu'on a plus de visibilité aujourd'hui sur la classe d'actifs et est-ce qu'on peut envisager effectivement, alors peut-être effectivement que ce ne sera plus avec les mêmes drivers qu'il y a 2 ans, notamment sur la thématique bureau dont on peut parler, mais est-ce qu'on a un peu plus de visibilité quand même sur l'investissement SCPI aujourd'hui ? Oui, complètement. Un an après, on a de la visibilité puisqu'on a les chiffres pour toutes les sociétés de gestion, pour toutes les SCPI. On sait exactement quelles sont les SCPI qui se portent un peu moins bien parce qu'elles ont baissé leur prix de part et qu'elles ont des parts en attente. Et toutes les autres, c'est 20% du marché, même pas. Et toutes les autres qui vont très bien et sur lesquelles il n'y a aucun problème de liquidité. Aujourd'hui, il faut plutôt se tourner sur des SCPI qui collectent parce que, comme le disait Guy précédemment, avec ces différentes hausses de taux qui ont généré cette baisse de valorisation de l'immobilier, on achète aujourd'hui dans des meilleures conditions avec des rendements plus élevés. Donc il faut aller vers des jeunes SCPI, c'est ça qu'il faut comprendre ? Pas forcément des jeunes SCPI. J'aime pas trop ce débat jeune SCPI versus il y a une injustice. Jeune contre vieux, il y a vraiment une injustice. Il est plus jeune que moi. Oui, mais il n'est pas dans ce débat-là. Il y a des SCPI qui sont des SCPI historiques, qui ont de nombreuses années, qui ont des très grosses capitalisations, qui continuent à très bien collecter, à servir des rendements très élevés. Aujourd'hui, quand on regarde la collecte sur le premier trimestre, on n'a pas encore la collecte officielle du deuxième trimestre, mais sur le premier trimestre, on a la règle, alors on connaissait la règle des 80-20, là c'est plutôt des 10-80, puisqu'on a 10%, il y a 10 sociétés de gestion qui font 80% de la collecte. D'accord. Alors en tête, on a Quorum, par exemple. Quorum Asset Management, à eux seuls, ils font 20% de la collecte du marché sur le premier trimestre. C'est pas des toutes jeunes SCPI, elles ont quand même déjà une petite décennie, elles ont déjà fait preuve de collecte très importante
importantes et elles nous ont démontré à la fois les performances, puisqu'ils ont toujours tenu les objectifs. La capitalisation aujourd'hui est importante et quand ils vendent généralement des immeubles, c'est plutôt en plus-value, malgré ce contexte de marché baissier. Et donc on a d'autres sociétés de gestion comme ça, Eurial par exemple avec sa SCPI spécialisée dans la santé qui aussi continue à beaucoup collecter, Atlante Voisin avec Épargne Pierre, et après on a des plus jeunes comme Iroko par exemple, comme Remake. Donc c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de collecte. Et comment on va investir cet argent, il faut l'investir vite et bien pour qu'il génère du rendement le plus vite possible et que ce rendement surtout se maintienne dans le temps parce que, encore une fois, c'est un investissement long terme. Attention aux SCPI qui génèrent des rendements très très élevés au début. Et qui ont du mal à tenir dans la durée. Ils achètent parce que il faut que ça perdure. Une question pour vous deux, côté investisseurs particuliers. On commence avec vous, Guy Marty. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Si, j'ai quand même l'impression que... selon la manière dont on regarde le marché, on peut y trouver des opportunités quand on a envie de réaliser des investissements, de nouveaux investissements en tant qu'épargnant. Quand on est déjà investi, les questions sont peut-être un petit peu différentes, mais est-ce qu'il y a, si ce n'est garder la tête froide, qu'est-ce qu'on fait globalement, Guy Marty, aujourd'hui? C'est surtout une question de prix, comme toujours dans l'investissement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous prenez un CGP, il doit conseiller ses clients. Bon. Il ne va pas regarder si la SCPI a un bon track record, etc. Il va regarder si le prix, aujourd'hui, est juste. Correspond au marché. Correspond au marché. D'accord. C'est-à-dire que, à la limite, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un bon signe pour certaines anciennes SCPI qui ont baissé leur prix de part. On pense par exemple à des SCPI bureaux, etc. Parce que si elles ont bien baissé leur prix de part, elles sont au niveau du marché. Et donc, investir aujourd'hui redevient une opération. C'est ce que j'allais. C'est une de mes réactions, c'est. Une SCPI qui a baissé son prix de part, est-ce que c'est forcément un message négatif? Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que, d'abord, il a baissé, ça veut dire aussi qu'il pourra remonter quand le marché repartira. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui a changé, c'est-à-dire que la nature du produit SCPI a changé, et je crois que ça n'a pas assez été dit, c'est-à-dire que depuis toujours, l'expertise des SCPI se faisait, alors les SCPI françaises comme les fonds immobiliers allemands, se faisait en supposant que ces fonds ne vont pas revendre leurs immeubles, donc quelque part l'expertise lissait les évolutions. Bon. Et puis, récemment, du fait que l'Europe est devenue anglo-saxonne, si vous voulez, du point de vue idéologie, etc., on a dit il faut valeur de marché, le fameux mark-to-market des anglo-saxons. Et donc les experts sont tenus de donner une valeur de part qui correspond à la vente éventuelle des immeubles demain matin. D'accord. Oui. Donc on baisse les prix. Mais ça veut dire que de même qu'ils ont baissé, ils pourront peuvent remonter quand le marché repartira. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Rapidement, pour laisser la parole à Jérémy aussi. Le deuxième point, oui, mais Jérémy sait que je suis un grand bavard. Mais je vais te laisser la parole dans un instant. Mais si le prix est juste, la SCPI dans laquelle on rentre finalement, on fait une opération dans le marché tel qu'il est, avec une SCPI qui va donc recevoir de l'argent, l'investir dans les meilleures conditions d'aujourd'hui, comme tu en parlais tout à l'heure. Jérémy Chor, rapidement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est investisseur, quand on est épargnant? Aujourd'hui, c'est le moment où on va réaliser les meilleures opportunités parce que comme les immeubles ont baissé, on achète avec des rendements plus élevés. Et donc aujourd'hui, il y a des nouveaux véhicules qui se créent ou des SCPI qui existent déjà, qui collectent, qui vont acheter sur des rendements beaucoup plus élevés. Mais on sélectionne peut-être un peu plus? On sélectionne un peu plus, effectivement, mais on sélectionne plus, j'ai envie de dire, on a toujours dû sélectionner. Nous, c'est notre rôle, comme le disait Guy, en tant que CGP, de conseiller nos clients. Et on ne regarde pas juste le facteur rendement, parce que le rendement, c'est ponctuel, c'est à un instant T. On regarde la qualité des immeubles, la qualité de la société de gestion. Mais on a quand même plusieurs signes aujourd'hui qui montrent un renouveau sur ce marché de la SCPI, puisque même si, effectivement, on parle d'un marché en crise depuis 1 an, on sait que dans toutes les crises, il y a des opportunités. On a des nouvelles sociétés de gestion de SCPI qui se créent, qui lancent des nouveaux véhicules, c'est-à-dire qu'ils ont foi quand même sur le secteur. On a des SCPI, des sociétés de gestion établies qui lancent des véhicules SCPI, soit ils en avaient déjà ou pas. Edmond Rothschild, par exemple, une société reconnue sur le marché, lance une SCPI, d'ailleurs en ce moment accessible en part sponsor, donc très intéressante. Swiss Life lance un nouveau véhicule, Sofidy lance un nouveau véhicule. Et on finira là-dessus. Oui. On a des nouveaux... Il y a des opportunités. Exactement. Merci beaucoup Jérémy Chor, merci Guy Marty de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.
Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Le sujet politique, économique n'en finit plus de questionner notamment les épargnants sur l'impact éventuel déjà sur leur épargne et les choix éventuellement à faire. Un sujet que nous abordons avec Sandrine Genet. Bonjour Sandrine Genet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente de Cara Capital. Le contexte est particulier quand même en France aujourd'hui lorsque l'on se pose des questions sur ces investissements, sur la visibilité à avoir vis-à-vis des investissements qui ont été réalisés ou ceux que l'on pourrait faire. Comment un conseiller en gestion de patrimoine ou une conseillère en gestion de patrimoine peut accompagner? Quel est le rôle du CGP aujourd'hui? Oui, en effet, c'est vrai qu'on est dans une période où les clients nous posent beaucoup de questions. Et j'aime bien une phrase que vous connaissez sans doute qui dit « L'avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare ». Et je pense qu'on est au cœur du métier de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement. En fait, on a un rôle qui est essentiel, je pense, dans ces périodes un peu d'instabilité et d'inquiétude, qui est d'abord un rôle d'explication, de décrypter ce qui se passe. Alors évidemment, il y a les éléments politiques. C'est pas forcément notre sujet, mais Bien notre sûr. sujet, c'est le lien entre ces éléments politiques et ce qui va se passer dans l'économie et ce qui va se passer sur les marchés financiers. Bien sûr. Et c'est là qu'on a un rôle, je pense, de pédagogie et de communication auprès de nos clients. Ce qui va se passer et ce qui s'est déjà passé la semaine dernière, par exemple, à la Bourse de Paris, et où on a vu un indice parisien qui a perdu toute sa performance de l'année en une semaine. Exactement. Alors c'est vrai qu'on est sur une période de stress politique assez important sur les marchés financiers. Et j'y reviendrai un peu en conclusion. C'est en général quelque chose qui ne dure pas très longtemps. On a vu le décrochage des marchés à Paris et par opposition, par exemple, à ce qui s'est passé en Allemagne, qui a beaucoup mieux tenu. Et on rentre sans doute dans une période où il va y avoir plus de volatilité et puis de façon un peu plus macroéconomique, sans doute, peut-être des sujets d'inflation, sans aucun doute de déficit budgétaire. Et puis au-delà de ça, même, on peut parler fiscalité, puisqu'on sort peut-être d'une dizaine d'années avec une grande stabilité fiscale. Et là, on ne sait pas exactement vers quoi tout cela va nous amener. Donc, un rôle, je pense, des conseillers, de communiquer avec leurs clients et leur expliquer quelles sont les grandes tendances que l'on peut observer et que l'on pense voir venir suite à cette instabilité politique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On arbitre, on diversifie, on attend de voir? Alors, on revient un peu sur les basiques de la gestion et de l'investissement. Les basiques, d'abord, c'est d'avoir une vision à long terme de son investissement. Vous savez que notre métier, ça consiste à créer des allocations qui vont dépendre du profil de risque de nos clients. Et dans ces allocations, on va mettre des moteurs de performance, des moteurs de risque qui doivent avoir une décorrélation sur le long terme. Et donc, là-dessus, évidemment, on va penser à actions, obligations, mais aussi des actifs un peu décorrélants, comme les produits structurés qu'on peut voir aujourd'hui, les hedge funds, mais aussi le private equity, l'immobilier, enfin toutes les classes d'actifs qui ont un rôle à jouer. Donc ça, c'est un peu la première base. Voilà, exactement, un sujet de diversification. Alors évidemment, la France, c'est un pays qui nous est cher, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, on pèse uniquement 3% dans le MSCI World, marché financier mondiaux. Et donc, c'est une toute petite, on a une toute petite vue de la lorgnette. Oui, bien sûr. Voilà, donc la diversification sectorielle et géographique est essentielle. Mais c'est peut-être important de rappeler quand même aux investisseurs français que ce qui se joue politiquement en France n'aura pas une incidence, enfin, a une incidence sur des investissements réalisés en France, mais pas forcément sur des investissements qui ont été réalisés à l'étranger, par exemple. Le sujet sera fiscal. Plutôt. Enfin, pourrait être. Oui, bien sûr. Si je regarde, nous, les allocations que nous avons pour nos clients, la France représente une toute petite partie de ces allocations. Donc finalement, il faut garder... C'est pour ça que je disais, c'est très important de revenir aux basiques. Bien sûr. L'investissement de long terme, est-ce que je suis en accord avec mon profil de risque? La diversification. Et puis, on peut quand même revenir aussi vers des actifs qui sont connus pour être très solides. Je peux prendre l'exemple des obligations investment grade, qui aujourd'hui, avec les évolutions de taux de ces dernières années, délivrent du 4% environ, ce qui permet quand même d'aller aussi sur des actifs qui sont très sécurisés. En conclusion, Sandrine Genet, on a vu un stress quand même la semaine dernière sur les marchés financiers. En tout cas sur les marchés financiers, que ce soit obligataire ou actions. Que faut-il en retenir quand on est investisseur? Est-ce qu'il faut garder la tête froide ou
intégrer ce stress aujourd'hui? Alors les deux. Il D'accord, faut garder la ok. tête froide, mais il faut aussi saisir les opportunités. En fait, c'est des périodes de forte volatilité qui amènent toujours des opportunités d'investissement. Je vais en citer deux pour illustrer un peu mon propos, mais on peut travailler sur des produits structurés sur les taux, 100% capital garanti par exemple, qui jouent la baisse des taux et qui permettent d'aller chercher des coupons de l'ordre de 7% aujourd'hui. Et on a des produits même plus agressifs pour des profils évidemment dynamiques, Bien sûr, et qui vont, eux, jouer la volatilité sur des actions françaises dans certains secteurs comme les banques, sur lesquels on peut aller chercher du 10%. Donc en fait, c'est des périodes dans lesquelles le stress politique, il aura un impact qui sera réduit dans la durée sur les marchés, et on peut aller chercher des tendances de long terme qu'il faut savoir saisir. On rappelle toujours qu'il y a un couple rendement-risque qui existe, Absolument. et plus le rendement est proposé est élevé, plus le risque est élevé aussi. Merci beaucoup Sandrine Jaunet. Je rappelle que vous êtes présidente de Cara Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.